Donc, je suis doctorante à l'Université du Maine et je fais une thèse sur l'histoire de la lutte contre le cancer entre les années 1920 et 60 en France. Et je travaille plus particulièrement sur 3 centres de lutte contre le cancer, Angers, Nantes et Rennes. Donc, aujourd'hui, je vous présente une communication sur les débuts de la lutte contre le cancer face à la question du genre des patients, en fait. Donc, on peut considérer le cancer comme une maladie démocratique dans le sens où elle touche toute la population sans distinction de richesse, de sexe ou d'âge. Et donc, c'est pas une maladie genrée comme d'autres, malgré évidemment une augmentation des risques après 50 ans. Le ratio homme-femme est équivalent, mais on retrouve évidemment des cancers typiquement féminins ou masculins. Cependant, cette vision est relativement récente et jusqu'au milieu du XXe siècle, au début du XXe siècle, le cancer est considéré comme une maladie majoritairement féminine. Et les cancers des femmes, qui sont donc les cancers du sein et des organes génitaux, étaient en fait la raison pour ça, c'est qu'ils étaient plus facilement diagnostiqués vu qu'ils étaient ils étaient externes et que les lésions internes étaient moins visibles. Je fais un petit topo de contexte pour vous montrer un peu ce que c'est que la lutte contre le cancer au début du XXe siècle. Donc avant la Première Guerre mondiale, la lutte contre le cancer de manière étatique n'existe pas, car le cancer n'est pas reconnu encore comme un fléau social et donc n'est donc pas l'objet d'une politique précise. Les malades sont pris en charge dans les hospices, par les cliniques privées s'il y a un spécialiste, et par des œuvres caritatives à l'instar des Dames du Calvaire. Les traitements sont principalement chirurgicaux, donc l'exérèse. Et on manque évidemment à cette époque de spécialistes radiologues ou autres. La Grande Guerre donc a permis en fait de mettre à jour l'ampleur de la pathologie cancéreuse. La durée du conflit, qui n'était pas prévue, a eu pour conséquence le renouvellement régulier des troupes et donc a mis en évidence plusieurs problèmes de santé de la population, dont le cancer, avec l'appel sous les drapeaux de personnes plus âgées, donc au-delà de 50 ans. Donc pendant la guerre, 3 services spécialisés aux cancéreux vont être mis en place à Paris, Lyon et Montpellier. Donc ce sont des services dédiés pour les soldats et donc pour des hommes. Au lendemain de la guerre, la lutte franco-anglo-américaine contre le cancer est fondée, donc en 1918, et l'article 1er de ses statuts stipule « L'association franco-anglo-américaine contre le cancer a pour but d'instituer des centres de traitement pour les malades, en premier lieu pour les soldats, les réformés, les réfugiés atteints du cancer, donc des hommes. La Ligue entend aussi organiser la sensibilisation du public au problème du cancer au travers d'actions de prophylaxie. » Donc les centres de lutte contre le cancer sont créés entre 1923 et 1924. On en a 10. Je peux les citer. Bordeaux, Lyon, Montpellier, Strasbourg, Lille, Rennes, Nantes, Reims, Caen et Toulouse. Et 2 autres un peu plus tard, 3 en tout, avec Angers et Nancy et 1 à Alger. Donc ma question est en quoi la représentation du cancer, donc en tant que maladie féminine, et le genre des patients redéfinissaient-ils leur prise en charge et leur parcours de soins ? Je vais faire un exposé pas très chronologique, mais plutôt je vais suivre ce que pourrait être un parcours de soins de malade avec tout d'abord la prévention, le traitement et enfin les soins palliatifs. Donc tout d'abord, à qui s'adresse le discours de prévention ? Donc les femmes, qui étaient considérées comme la population la plus à risque, sont au centre du discours de la Ligue de prophylaxie. À la fin du XIXe siècle, la prédominance des cancers de l'appareil génital féminin est considérée par certains médecins comme une conséquence soit des accouchements difficiles ou de leurs habitudes sexuelles si ce sont des malades de petite vertu. Sur un des premiers tracts de la Ligue, on peut lire « Tuez le cancer avant qu'il ne vous tue, surveillez ses premiers signes, méfiez-vous des indurations indolores du sein, des ulcérations persistantes de la langue ou des lèvres, des petites tumeurs cutanées qui augmentent et s'ulcèrent, des troubles digestifs persistants s'ils s'accompagnent d'amaigrissement, et de toute perte anormale de sang. Ce qui est répété, c'est que le cancer peut être guéri s'il est pris à temps. » Donc ce slogan souligne simplement la possibilité de soigner certains cancers, à leur stade le moins avancé. Il faut noter que ces affiches en fait ne rendent pas compte de la réalité, vu qu'à l'époque, peu de cancers sont en fait guérissables, à part le cancer du sein et, il est vrai, le cancer de l'utérus, il est pris assez tôt. Cependant, on peut aussi voir dans ces tracts une culpabilisation des femmes,
et des femmes et des hommes pour le coup, qui n'iraient pas voir un médecin assez tôt et donc seraient coupables de leur propre maladie. Il faut voir que dans la liste des des signes ou des signes de maladie, on peut trouver sur les 4 indications que 2 correspondent aux femmes, c'est-à-dire les indurations indolores du sein et toute perte anormale de sang qui évidemment qui a rapport avec les cancers de l'utérus ou des ovaires. Donc en fait, les femmes sont visées de manière, même si ce n'est pas direct, sur la moitié des tracts. Et on note que très vite, on va leur demander de prendre en charge, avec cette culpabilisation, de prendre en charge leur propre diagnostic. Donc on va leur demander très rapidement de subir des examens gynécologiques réguliers, ce qui était assez rare à l'époque. Et aussi, aux États-Unis, on va développer ce qu'on appelle les techniques d'auto-examen des seins, BSE, Breast Self-Examination, que les femmes doivent donc se faire une fois par mois. En fait, ça n'a pas marché du tout, évidemment. On n'arrive pas à déceler un cancer en se touchant soi-même les seins, et donc ils ont arrêté. Mais pendant longtemps, on disait que c'était de leur faute si elles n'avaient pas réussi à le diagnostiquer. Donc en outre, les pratiques chirurgicales utilisées pour traiter les cancers du sein et les organes génitaux féminins fut souvent une des raisons pour lesquelles les femmes refusaient de se faire diagnostiquer. En effet, l'idée de mastectomie et d'hystérectomie terrorisait souvent les femmes, on peut le comprendre. De plus, elles étaient aussi et sont pratiquées de manière préventive chez les femmes qui présentaient des tumeurs dont la malignité n'était pas assurée. L'ablation d'organes dans un but curatif fut pratiquée de manière plus répandue sur des femmes que des hommes, en raison évidemment de la plus grande accessibilité de leur cancer. Ces opérations étaient à juste titre considérées comme touchant à l'identité même des femmes et donc empêchaient ces dernières de passer l'étape et arrivaient trop tard dans les centres avec des tumeurs visibles et déjà trop développées. Donc les centres de lutte contre le cancer. Ils sont développés comme des usines à guérir. Ils sont donc, comme je vous l'ai dit, développés à partir des années 23-24. Et le texte qui est à l'origine de ces centres, écrit par Jean-Alban Bergoni en 1922, s'intitule « Principes d'après lesquels doit être organisé un centre régional de lutte anticancéreuse ». Et il précise que l'hospitalisation est la chose la moins importante pour un centre et qu'un centre ne doit pas, je cite, devenir un hospice d'incurables. Tout malade pour lesquels on aura reconnu l'impuissance des moyens thérapeutiques actuels devra être renvoyé du centre vers des fondations ad hoc, calvaires ou autres. Donc, les incurables ne sont pas pris en charge et seuls les malades curables le sont. Et qui sont ces malades curables ? Comme je l'ai évoqué plus tôt, ce sont en fait surtout les femmes parce qu'elles ont des cancers accessibles. Bon, elles ont évidemment d'autres cancers qui se partagent entre hommes et femmes, mais on a une plus grande admissibilité de femmes dans ces centres. Parce que, par exemple, les cancers masculins, comme on a entendu parler maintenant, sont liés, à part les cancers que tout le monde a, mais à leurs habitudes à risque, et donc sont des cancers soit des poumons ou des intestins, et plus difficiles à opérer que des cancers des seins ou de l'appareil reproducteur féminin. En conséquence, on a donc plus de femmes dans les centres de lutte contre le cancer et les hommes sont plus souvent considérés comme incurables. Ainsi, dans le centre d'Angers, en 1934, sur 260 malades admis, 64 sont des femmes. Donc on pourrait penser que c'est une minorité. En fait, non, c'est que je ne peux pas savoir exactement si c'est 64 femmes. Donc c'est 64 cancers féminins, donc juste des seins et de l'appareil reproducteur. Et on peut imaginer qu'il y a aussi des cancers de la peau qui sont aussi des femmes. En fait, on a une majorité de cancers de femmes si on regarde par cancer. Et en 1935, sur 189 patients, 77 sont traités pour des cancers féminins, contre 14 pour des cancers masculins. Auparavant, je n'avais pas pour les cancers masculins. Donc là, on voit bien qu'il y a une plus grande majorité de femmes. Donc en troisième partie, je vais parler des hommes et des incurables. Il se trouve qu'il est plus difficile donc de placer les hommes déjà dans les centres, s'ils arrivent en tant qu'incurables, et même dans les institutions pour incurables.
En effet, certaines œuvres caritatives ou religieuses sont tenues par des femmes et ne s'employaient qu'aux soins de ces dernières. C'est le cas des Dames du Calvaire ou de la Maison de Nazareth des Oblates du sacerdoce de Neuilly. Ainsi, à Paris en 1950, il n'y a que 3 lits réservés aux hommes incurables à l'hospice de Saint-Michel. En 1953, une maison de repos pour les hommes cancéreux convalescents ouvre à Équevilly avec 55 lits, mais il ne s'agit que de convalescents et non d'incurables. Le problème des incurables de sexe masculin est réel et n'est pas solutionné tant que la politique de lutte contre le cancer ne s'intéresse qu'à la curabilité de la maladie. Ainsi, en matière d'incurabilité, les femmes sont longtemps mieux entourées que les hommes. Donc, quelles sont ces institutions spécialisées pour les femmes ? Donc, d'abord, la maison des Dames du Calvaire, créée par Jeanne Garnier, qui est une lyonnaise, c'est créé au 18e, lyonnaise et chrétienne convaincue qui a perdu successivement son mari et ses 2 jeunes enfants à 24 ans. Elle décide donc, après une période de profond désespoir, de consacrer son temps et sa fortune à l'accueil des femmes incurables, le plus souvent totalement délaissées. Elle les loge dans sa propre maison, prend soin d'elles, essaie de les soulager et les accompagne jusqu'à leur mort. Quelques amies veuves la rejoignent. Avec elle, elle fonde à Lyon l'œuvre des Dames du Calvaire en 1842. Inspirée par cet exemple, Madame Aurélie Jousset fonde en 1874 le Calvaire de Paris, avec le concours d'autres dames veuves comme elle. Donc en fait, ce sont des veuves, obligatoirement des veuves, qui s'occupent de cancéreuses incurables parce qu'il faut apparemment avoir souffert assez pour pouvoir endurer la compagnie de ces femmes. Et en fait, elles passent énormément de temps, surtout à leur lire des prières pour les sauver. Et les dames de la Ligue, donc, qui sont souvent des aristocrates ou des grandes bourgeoises, qui travaillent auprès des incurables parisiens, font souvent référence à ce problème des incurables et mentionnent plus précisément la difficulté de les placer dans le peu de lits qu'il leur est laissé dans les hospices parisiens. Donc pour conclure, en raison des cancers plus développés chez les hommes que chez les femmes, que ce soit le poumon, la larynx ou la langue, les malades hommes ont plus de chances d'être considérés comme des incurables et se voient donc refuser l'entrée dans les centres de lutte contre le cancer. Les hospices, acceptant les incurables, manquent généralement de place et parfois n'acceptent que seulement quelques lits soient réservés aux malades du cancer. Enfin, certaines associations caritatives ne s'occupent que de membres d'un sexe, donc les femmes. La certitude que le cancer touchait plus les femmes que les hommes a tourné la politique de lutte contre le cancer principalement vers ces dernières. Les types de cancers les plus développés chez les femmes étant plus faciles à traiter que certains cancers masculins, ces dernières avaient plus de chances de survie que les hommes. Enfin, l'offre de services de soins palliatifs pour les incurables était plus nombreuse que pour les femmes que pour les hommes. Finalement, les hommes semblent être les laissés pour compte de la lutte contre le cancer jusqu'au milieu du XXe siècle, où l'amélioration des traitements, donc l'apparition de la chimiothérapie, et les services de soins palliatifs dans le secteur public permettent d'améliorer leur prise en charge. Je vous remercie. Merci.